Cette année, nous fêtons les 25 ans du magazine La Maison écologique et à l'occasion du numéro 150 qui paraîtra en décembre et janvier 2026, on a souhaité entrer en contact avec plusieurs experts dans le domaine de l'éco-construction ou de la sobriété énergétique et qui comptent pour le magazine parmi les sources privilégiées et les personnes qui sont suivies. Sur ces questions, donc, Olivier Sidler, vous êtes expert en énergétique du bâtiment et fondateur du bureau d'études Enertech qui est situé dans la Drôme. Bonjour, Monsieur Sidler. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Lenormand, donc vous êtes ingénieur designer énergétique, vous êtes notamment auteur du design énergétique du bâtiment et vous êtes fondateur du bureau d'études Incube qui, lui, est situé dans la Creuse. Voilà. Donc voilà, bonjour Pascal Lenormand. Pour commencer, tous les deux, l'idée de vous mettre de vous inviter à être en interview croisée, c'est aussi parce que vous avez une approche complémentaire, mais différente de ce que peut être la sobriété, de comment on peut l'atteindre. Et voilà, il semblait vraiment intéressant pour nous de pouvoir vous avoir tous les deux. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et on va démarrer tout de suite le sujet. J'aimerais vous poser la question à tous les deux. Et d'abord à vous, Olivier Sidler. Quelle est votre approche et votre définition de la sobriété, notamment énergétique ou sobriété des matériaux dans l'habitat? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que contrairement à ce qu'on peut voir et lire un peu partout aujourd'hui, la sobriété, ce n'est pas une option. C'est un passage obligé si on veut obtenir d'ici quelques décennies un équilibre à la fois énergétique, en énergie primaire, et une neutralité carbone. Ensuite, la sobriété, finalement, c'est tout ce qu'on va pouvoir modifier dans nos choix personnels, notre échelle de valeur, qu'est-ce qu'on estime nécessaire pour soi, de manière à réduire à la fois l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre liées à l'objet logement, l'objet habitat, donc sa construction, sa rénovation éventuellement, mais ensuite tous les flux qui vont exister à l'intérieur, l'énergie pour le chauffage, pour l'eau chaude, mais aussi pour l'eau, pour l'air quelque part. Donc ça va toucher l'ensemble de ces éléments-là, à la fois ce qui se fait une fois pour toutes au moment de la construction ou de la rénovation, mais ce qui va se faire ensuite au cours du fonctionnement de l'habitation, du logement, tous les flux qui vont passer à ce moment-là. Il n'y a pas que l'énergie, il ne faut pas qu'on perde ça de vue. C'est une vision qui doit être globale. Il y a beaucoup d'éléments dans cette chaîne qui sont essentiels pour la survie de l'humanité quelque part à long terme. Voilà, donc j'englobe tout. On reviendra après sur comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça concrètement dans la construction ou la rénovation d'une maison, puis dans son fonctionnement. Mais je vais laisser la parole peut-être à Pascal pour qu'il donne aussi son point de vue. Voilà votre définition, enfin votre approche de la sobriété. J'ai pas dit en introduction, mais il y a quand même, je dis quand même, il y a quelque chose moi qui me touche beaucoup à être aujourd'hui avec Olivier, parce que c'est quand même avec lui que j'ai commencé à travailler dans le bâtiment. C'est le premier à m'avoir accueilli, donc j'étais exactement dans cette pièce dans laquelle il nous accueille aujourd'hui, il y a quelques années maintenant. Voilà, donc quand même, ça me fait quelque chose. Alors, parlons sobriété, du coup. Aujourd'hui, la définition qu'on utilise, mais qui est complémentaire de celle que vient de donner Olivier, on aime bien se dire que la sobriété, c'est la conséquence de la compétence à se fournir soi-même les services énergétiques. Ça fait un peu universitaire de le dire comme ça, mais c'est une manière de dire qu'en fait, ça ne nous intéresse pas tellement de définir la sobriété ou de dire c'est un objectif, mais de dire que quand on dit que c'est la conséquence de la compétence à se fournir soi-même les services énergétiques, ça replace au centre le service énergétique, mais on peut largement élargir, comme l'a dit Olivier, à d'autres notions. Et il y a cet aspect de compétence, c'est-à-dire de dire que c'est parce que je suis compétent et que je sais me comporter de manière pertinente, cultivée, que ensuite on va pouvoir observer à rebours quelque chose qu'on identifiera comme de la sobriété, c'est-à-dire une moindre utilisation de ressources. Dans l'approche que vous avez,
par exemple, il m'est arrivé de me tourner vers vous, Pascal Lenormand, parce que je souhaitais savoir comment on pouvait gagner en sobriété, par exemple, à l'intérieur d'un logement sans lorsqu'on n'avait pas la possibilité de toucher au mur dans l'immédiat et à la rénovation. Alors que vous, Olivier Sidler, on va là très très prochainement, enfin, ce sera paru au moment de l'apparition de cette vidéo, mais on s'est penché sur votre maison de la Poutinière, où là, vous, on aime aussi faire appel à vous parce que vous avez une expertise aussi sur le fonctionnement énergétique d'une maison. Alors là, on verra que ça dépasse, hein, parce qu'il y a aussi la question de la matière à la Poutinière, mais en tout cas, vous n'hésitez pas à barder de capteurs une maison et à vraiment être dans la conception dès le départ pour atteindre la sobriété. Alors, la question que je me posais pour le coup, c'était si les usages induisent moins d'intervention, et puisqu'aujourd'hui on parle aussi de low-tech, low technologie ou basse technologie, pour vous, quelle est la place aujourd'hui et demain de ces outils que l'on peut avoir à l'intérieur d'une maison, notamment lorsqu'on recherche la question de la sobriété? La place des outils, c'est pas contradictoire avec le fait d'avoir des capteurs et des choses hautement étudiées. Dans une conception très pointue, très fine, comme celle de la Poutinière, comme dans un château du XIIIe siècle dans lequel j'envisagerais de vivre, la question, elle est la même. Pour que je puisse fabriquer ce que je veux fabriquer, les ambiances dans lesquelles je souhaite vivre, quels sont les outils dont je vais avoir besoin. Certains peuvent être de l'ordre de la conception du bâtiment ou du pilotage du bâtiment. Il va falloir que je puisse interagir, il va falloir que je puisse voir ce qui se passe, mesure. Et ça, Olivier et Nertec ont montré ça depuis des années. La mesure permet de savoir ce qui se joue et de pouvoir agir en conséquence. Mais dans un château du XIIIe siècle, c'est un peu pareil, sauf que ce n'est pas de la techno au sens où on l'imagine aujourd'hui. Et vous, Olivier Sidler, par rapport au low-tech, je donne juste des exemples. Un confort d'été, on va parler de pouvoir faire des rafraîchisseurs adiabatiques, donc utiliser l'eau qui serait une ressource très abordable. Et en même temps, ben, une maison qui est performante, ben, parfois c'est aussi de l'outillage voilà, électronique. Je parle évidemment pas de climatisation, mais au moins de ventilation, parfois mécanique, etc. Comment vous abordez la low-tech, vous qui êtes vraiment ingénieur et on sent que vous maîtrisez bien la technique? La question de départ, c'était dans une maison où on ne peut pas rénover, qu'il n'y a rien sur les Par exemple. murs. Et voilà, je vais déjà parler de ça parce que c'est un problème qui se pose souvent. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas encore eu l'idée de rénover. Et donc, qu'est-ce que c'est que la sobriété dans ce cadre-là? Je crois que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Pascal, car finalement, c'est une manière de s'adapter à cet outil logement qu'on a, qui n'est pas isolé. Donc, on a plein de techniques si on veut effectivement réduire les flux de toute nature. Ça va être comme lui aujourd'hui, là, on est au mois de septembre, mais lui a déjà un bonnet. Moi, j'en ai pas. Donc, ça va être d'adapter. La première chose, je crois, c'est adapter ses vêtements à effectivement son logement, s'il est isolé, pas isolé. Une anecdote, une fois, dans un bâtiment très performant qu'on avait livré à Lyon, il y avait 19,2 un matin. Il y a une dame qui me dit, mais j'en ai la voix coupée, 19,2, c'est un scandale. Et je dis, mais madame, d'abord, c'est la réglementation. Peut-être est-ce qu'il faudrait adapter vos vêtements, là. Vous voyez, Elle me dit, vous croyez quand même pas que je vais changer ma garde-robe pour votre bâtiment? Voilà, c'était une option. Je peux la comprendre. En même temps, c'est pas la voie de la sobriété. La voie de la sobriété, c'est quand même de s'adapter déjà dans son habillement. C'est la première chose, c'est la plus simple, celle que tout le monde peut faire. Puis après, ben, il y a toutes les choses qu'on connaît, c'est-à-dire l'abaissement des températures, des choses comme ça, qui sont les gestes qu'on va faire pour s'adapter effectivement aux conditions qu'on a décidé de s'imposer. D'une certaine façon, personne n'oblige. On pourrait avoir 21 degrés dans un bâtiment pas isolé du tout, ça serait stupide, mais c'est possible. Donc si on veut aller vers de la sobriété, réduire les flux de toute nature, ben, ça sera ça. Ça va dire abaisser ces températures. Ça va être des moyens très simples d'auto-adaptation, et c'est tout ce qu'on a à ce stade-là. Après, il y a d'autres techniques, effectivement. On peut aller plus loin, il n'y a pas que le chauffage, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de solutions sur la sobriété à l'intérieur d'un logement, que ce soit pour l'eau chaude, que ce soit pour l'eau froide aussi, l'utilisation de l'eau froide, mais je ne sais pas si on parlera de ça tout à l'heure. Mais voilà, dans un logement où on ne change pas l'enveloppe, c'est l'auto-adaptation, c'est-à-dire s'adapter soi-même à accepter des températures plus basses et puis se couvrir en fonction de ça. On n'a pas des tonnes de moyens d'y parvenir. Mhm.
Il y a un point qui me semble aujourd'hui, je n'avais pas identifié il y a quelques années autour de la low-tech, c'est une question autour de la robustesse. C'est-à-dire que quand on conçoit, on le voit beaucoup, parce qu'on a une espèce. Alors, nous, on fait moins de logements, maintenant, on fait plutôt du bâtiment professionnel, mais le mouvement est un peu le même. Quand on conçoit des bâtiments avec de la technologie dedans, euh, les choses tombent en panne. Ça arrive. Et la question de la chose qui tombe en panne, elle est très liée à la question de la low-tech. Parce qu'en fait, à partir du moment où je conçois quelque chose qui est très dépendant d'une technologie, alors, moi je considère que quasiment la high-tech commence quand le truc, je ne sais pas le réparer moi-même, presque. Ce qui est pas le plafond de la low-tech. Mais toujours est-il que quand un objet dont on dépend pour se produire de l'eau chaude, pour cuisiner, pour des choses très simples, quand les choses tombent en panne, se pose la question de comment on va pouvoir réparer. Et aujourd'hui, qu'on a des outils de plus en plus pointus, de plus en plus aussi posés sur le cloud, se pose la question de la dépendance au cloud également. Là, il y a un vrai sujet qui est celui en fait de la robustesse. C'est-à-dire le jour où le cloud tombe, il y a des tas de bâtiments qui ne peuvent tout simplement plus fonctionner parce qu'ils sont dépendants de ce truc-là qui est complètement extérieur et sur lequel on n'a pas la main. Donc il y a aussi un angle low-tech, hormis l'aspect philosophique, éthique, écologique qu'on puisse avoir, qui est celui de la pure capacité de fonctionner de manière pérenne. Voilà, alors, je vais pouvoir répondre à cette question de la low-tech maintenant. Je partage exactement ce point de vue-là. Et la Poutinière, c'est ça, hein, c'est une maison dans laquelle j'ai voulu éliminer absolument tout ce qui était un tant soit peu compliqué. Le low-tech, ce qui m'a frappé, peut-être qui a été le point de déclenchement, c'était il y a une quinzaine d'années. On avait des missions très lourdes pour une région en France et on suivait tous les lycées, qu'ils soient neufs ou en rénovation. Et dans un lycée neuf, un très gros lycée neuf, en fin de chantier, il y a l'entreprise de génie climatique qui était une des 3 plus grosses de France, qui a quitté le chantier en disant cette installation est beaucoup trop compliquée, elle ne marchera jamais, j'ai perdu assez de temps, je quitte le chantier, allez voir notre assureur. Ça m'a franchement marqué. J'avais déjà dans l'esprit que, effectivement, quand on complexifiait trop, d'abord, ça coûte extrêmement cher. Ensuite, ça tombe en panne et souvent, c'est plus réparable au bout de quelques années parce que plus personne sait comment il faut faire. Donc, c'est un véritable gâchis. Et même en fonctionnement, la plupart des gens ne savent pas le faire fonctionner de manière optimale. Donc, pour moi, c'est un gâchis qui est complet. Et puis, il y a cette idée de la panne qui est récurrente, même dans une maison individuelle. Vous avez une chaudière, bah, elle tombe en panne, etc. Évidemment, jamais au bon moment, en plein hiver. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que c'est plus cher à installer, c'est plus cher à exploiter, il y a un risque de panne. Enfin, je vois que des inconvénients à ces systèmes de technologie. Alors, des fois, on ne peut pas y échapper, mais je me souviens aussi de la première école que j'ai conçue. Je ne connaissais pas grand-chose pour être franc. Et il y avait la question de la sécurité incendie que je connaissais à peine. Donc j'avais acheté le livre sur la sécurité incendie et j'avais tout fait très bien. Et le chef des pompiers devant la commission de sécurité me demande combien de clapets coupe-feu. Moi j'étais tout fier, j'en avais mis 82. J'étais vraiment fier de moi. Et j'entends 82 sources de panne. Je peux vous dire que ça aussi, ça m'a frappé. C'est-à-dire, dès qu'on met un dispositif plus ou moins automatique, il tombera en panne un jour ou l'autre. Ça n'a pas loupé d'ailleurs, on a eu des pannes autant qu'on en voulait. Donc cette notion de la panne qui pourrit la vie des gens qui exploitent ou qui habitent dans un bâtiment, c'est quelque chose qui m'a toujours poursuivi et pour lequel aujourd'hui je bannis systématiquement tout ce qui est très compliqué. L'idée de finalement le high-tech commence là où je ne peux plus réparer. Je partage, c'est une assez bonne explication de ce que ça peut être. Bon, on peut aller un petit peu plus haut, il y a des spécialistes qui feront un petit peu mieux que nous, mais quand même, c'est une assez bonne comparaison. Et aller vers le low-tech, c'est rendre indépendant finalement l'usager beaucoup plus facilement. Sinon, il est perdu devant des systèmes qui fonctionnent sans lui. Il n'est pas satisfait la plupart du temps. Je rappelle qu'il y a quand même une famille qui a péri récemment dans sa maison, qui était équipée de tout ce qu'il fallait au niveau domotique. Le feu a pris dedans et les volets n'ont pas pu s'ouvrir puisqu'il n'y avait aucune raison d'ouvrir les volets, effectivement. On était la nuit, donc il n'y avait pas de raison. Ben, ils sont tous morts. Donc voilà ce que peut aussi donner de la, entre guillemets, high-tech, de l'automatisme à outrance. Ça va trop loin, à mon avis. Il faut redonner de la marge de manœuvre aux usagers
et s'éloigner des risques de panne. Moi, je me permets juste une question. Est-ce que là, finalement, c'est un peu la high-tech serait la domotique à outrance, par exemple, où on délègue la gestion de sa maison à un logiciel? Euh, Bon, je vous vois tous les deux qui remet la tête, donc a priori, ce n'est pas ça que vous voulez dire par high-tech, mais vous avez l'air d'être d'accord. On a parfois des autoconstructeurs, lecteurs ou lectrices qui nous interrogent beaucoup sur, moi pendant longtemps, je ne souhaitais pas de mettre de VMC double flux, on en est, enfin je veux dire, nous c'est très concret hein, ce qu'on rencontre parmi dans notre lectorat. Euh, voilà, enfin l'idée de savoir si c'est est-ce que la haute technologie ou la high-tech démarre à partir du moment où on va avoir une VMC double flux avec le ballon solaire qui fonctionne avec les électrons issus du photovoltaïque et que voilà, pour pouvoir le rediriger, on a un programme qui va pouvoir rediriger intelligemment les électrons pour maximiser l'autoconsommation, etc. Est-ce que vous mettez ces instruments-là à l'intérieur de la low-tech ou est-ce qu'il faut les regarder autrement? Quasiment personne ne sait régler la température de son ballon d'eau chaude. Ne serait-ce que ça, c'est-à-dire il y a la question de l'objet, de la complexité de l'objet, mais également de la manière dont on le met en lien avec les gens et dont on a la capacité à brancher, on appelle ça brancher l'usage sur l'objet qu'il y a à piloter. Olivier mentionnait 82 raisons d'avoir des pannes. On discute souvent avec des responsables de maintenance quand on leur parle, par exemple pour l'eau chaude. Il y a une technique qu'on utilise maintenant pas mal, qui est le chauffe-eau instantané. Plutôt que de faire un stockage, on met une petite production instantanée. Quand on a des puisages très ponctuels, ça peut être une solution qui peut être intéressante. Bon, quand on discute avec un agent de maintenance et qu'on lui dit, voilà, on va remplacer le gros système avec un gros ballon et un bouclage par, disons, 30 ou 50 appareils, il dit 50, il y a un taux de panne de 5 à 10%, c'est-à-dire que j'en ai en permanence 3, 4, 5 qui sont en panne. C'est-à-dire le truc standard, c'est qu'il y a des trucs en panne et des gens qui n'ont pas d'eau chaude à la douche. On est déjà dans quelque chose qui est compliqué. Je ne pense pas qu'il y ait de définition vraiment de la machine, dire celle-là elle est low-tech, celle-là elle est high-tech. Moi, je vois plus ça comme un problème de relation avec la machine. Alors, pour revenir à la ventilation double flux, il ne faut quand même pas exagérer, c'est 2 petits moteurs minuscules, c'est tout. C'est 2 petits moteurs électriques. Donc, on en a plein la cuisine à travers les robots, les machins comme ça. Il ne faut pas faire de la VMC plus que ce qu'elle est. Changer les filtres. À la poutinière, j'ai montré aux gens parce que je voyais la consommation grimper tous les jours, la consommation électrique qui augmentait au fur et à mesure que ça s'encrassait. Donc, je leur ai montré comment on faisait. C'est hyper simple. Donc, maintenant, la dame, je crois qu'elle le dit d'ailleurs dans l'article, elle dit, oh, au fait, j'y pense, il faut que j'aille nettoyer le filtre pendant que Maëlys était en train de l'interviewer. Donc, c'est facile. Voilà. Donc, il faut juste lui montrer. C'est pas comme certains programmateurs hebdomadaires où c'est infaisable, personne n'y arrive, etc. Donc, il y a la difficulté de l'utilisation qui est pour moi rédhibitoire. Si c'est trop compliqué, c'est pas la peine, ça marchera jamais. La deuxième chose, c'est quand même tout ce qui est électronique. C'est une vraie saloperie, toutes ces cartes, etc. Il suffit qu'il y ait un condensateur ou une diode qui tombe en panne, on change la carte, c'est 1 000 euros. Donc des dépenses élevées, des pannes fréquentes, enfin voilà. Donc moi, j'ai l'histoire du chauffe-eau solaire qui fait tout ça, je fais plus, on va peut-être en discuter, mais je passe plus jamais pour ça. Pour moi, c'est trop compliqué. J'ai été vers ce qui est le plus simple, c'est-à-dire des panneaux statiques photovoltaïques qui alimentent un ballon qui est juste placé à l'endroit du puisage. Donc, il y a plus de perte. J'ouvre le robinet, 2 secondes après, l'eau est chaude, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est celle-là, c'est de faire que l'usage soit très simple. Et à la poutinière, bon, j'ai pas choisi les gens, hein, c'est les seuls qui ont bien voulu. Donc, il se trouve qu'ils s'adaptent assez bien. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est super simple et qu'ils veulent plus habiter nulle part ailleurs. Je suis tombé à la renverse. Moi, je suis hyper heureux parce que j'ai voulu ça, quelque chose pour des gens qui n'ont pas trop de moyens et qui soit simple à utiliser. Et c'est ce qu'ils nous disent. Et de la VMC double flux, ils disent, mais on a un air d'une pureté, on ne veut plus aller nulle part ailleurs parce que ici, c'est sain, il n'y a pas d'humidité, etc. Bon, voilà, je semble avoir fait la démonstration que c'est plutôt vers ça qu'il faut aller, plutôt que vers des usines à gaz où je serais appelé tous les matins. Ce matin, on n'a pas d'eau chaude, ce matin, on n'a pas de ventilation, ce matin, ceci, etc. Quoi. Voilà l'esprit qui est derrière. Je crois qu'on est assez d'accord sur ça. Dès que vous mettez des cartes électroniques, hein, des ennuis vont arriver. Ça montre avec la poutinière, Olivier, c'est que
On peut faire très simple et des choses qui marchent bien. Tout le monde n'a pas Olivier Sidler pour concevoir la maison. C'est-à-dire, comme tu disais, Virginie, vous avez un public d'autoconstructeurs. Pour correctement, ne serait-ce qu'une double flûte qui marche bien sur les règles de l'art, dans une étanchéité à l'air qui fonctionne bien, aujourd'hui, c'est pas la majorité, globalement, de ce qu'on voit. Donc, ce qu'a montré Olivier, c'est que en maîtrisant le sujet, en ayant tout ce qu'il faut pour le mettre bien en œuvre, ça peut aboutir à quelque chose de simple et de robuste. Ça ne veut pas dire qu'en achetant le kit de la poutinière à monter soi-même, comme bien même ça existerait, j'achète ça sur catalogue, on me livre un container avec le matériel et je me débrouille tout seul, ça donnera probablement pas le même résultat. Donc se pose la question de la compétence. Ouais, pour répondre à ça, j'ai quand même mis sur mon blog un document technique fait une 40aine de pages où j'explique justement la démarche de conception déjà. Donc chacun peut s'en inspirer. Après, bon, c'est vrai, tu veux faire une installation de VMC qui fonctionne, qui fasse pas de bruit, c'est aussi des règles très simples hein, qu'aujourd'hui on cherche à diffuser partout. Tu as raison, et en même temps, il faut avoir un peu d'espoir. C'est-à-dire que les techniques, il y a de plus en plus de gens qui sont compétents, je trouve, aujourd'hui, par rapport à il y a seulement une quinzaine d'années où personne ne savait presque rien faire, quoi. Aujourd'hui, je vois quand même beaucoup de gens compétents. Il y a encore des erreurs, mais beaucoup, beaucoup de gens sont de plus en plus compétents. Donc, ça va devenir possible, parce que c'est aussi plus simple, d'une certaine façon. Il faut un peu de rigueur, mais c'est plus simple. Il y a moins de technologie à mettre en œuvre. Finalement, concevoir une maison écologique ou sobre, c'est bien, mais qu'elle puisse être occupée par des personnes qui maîtrisent les bons réflexes pour avoir un comportement sobre, en fait, c'est indispensable. Comment faire passer ces messages tout simplement directement à l'usager une fois qu'on en a parlé aux professionnels qui conçoivent les maisons? Alors, il ne faut pas occulter le sujet sur lequel tu viens de terminer. C'est-à-dire, quand on dit c'est du bon sens, etc., le bon sens, maintenant, ça fait 15 ans qu'on se casse les dents dessus. Maintenant, c'est quasiment un détecteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans une situation, les gens me disent ce serait quand même du bon sens, je me dis que ça y est, on est au cœur du sujet le plus compliqué. Pour que les gens puissent être compétents, c'est ce qu'on se disait au début, il faut pouvoir leur mettre dans les mains les moyens d'être compétents. Et ça, c'est encore pas si évident. Pour qu'on puisse déstocker la nuit et faire un déstockage thermique efficace, il faut une entrée basse, une sortie haute, et le passage libre entre les deux. Et encore faut-il que ce soit possible de les ouvrir. Aujourd'hui, les freins, en général, ils ne sont pas techniques. Ils sont, on a peur que les chats entrent, qu'il y ait une chauve-souris, qu'il y ait une effraction. C'est un problème d'assurance, bien souvent, de responsabilité quand on est dans le tertiaire, etc. Donc, il y a déjà le sujet technique. La technique est plutôt simple. Et ensuite, il y a le sujet de est-ce qu'on peut aller un peu au-delà de juste il va falloir ouvrir les fenêtres, parce que dans bien des cas, malheureusement aujourd'hui, dans plein de cas, c'est pas possible. Et ensuite, la question de la compétence, de la diffusion des gestes, effectivement, moi je pense qu'on est un peu à la ramasse là-dessus en France. Il faut dire qu'on a 25 ans de retard, on aurait dû s'attaquer à ce sujet depuis au moins 25 ans pour la maîtrise de la surchauffe. Et je pense qu'il faut aller sur le champ on est quasiment dans le domaine de la formation, c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de réseaux sociaux. Moi, j'aime bien utiliser le terme de propagande parce qu'on est sur une espèce de propagande positive, quoi. C'est de l'instruction de masse. C'est clair. Il y a quand même un peu une notion de bon sens qui m'avait frappé. En 1990, j'avais fait une première campagne de mesure, mais très sommaire, parce qu'il n'existait pas de compteur individuel qu'on pouvait mettre sur les appareils. C'était juste avec les compteurs de gaz, d'électricité pour l'office HLM de la Drôme. Il avait construit une centaine de logements déjà bioclimatiques. Il voulait voir comment ça marchait. Et ce qui m'avait frappé, c'était que dans les logements qui étaient occupés par des gens de la campagne, la journée, les fenêtres étaient toujours fermées. Et puis quand on arrivait en ville, on avait des gens qui avaient peut-être jamais vécu à la campagne, leurs parents peut-être, pas eux, et c'était tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ouvraient grand la journée alors qu'il faisait plus chaud dehors que dedans. Donc ils avaient complètement inversé une logique qui était celle des gens à la campagne, hein, qui eux avaient quand même compris qu'il fallait ce geste tout simple. Donc il y a quand même encore ce bon sens. Après, il y a l'apprentissage. Là, je suis d'accord, vraiment, voilà, c'est clair qu'il faut faire circuler l'information. Elle n'est pas compliquée, mais il faut y avoir accès, c'est vrai. Tous les deux, vous avez fait un peu la référence à 25 ans, enfin vous, c'était 35, Olivier Sidler, avec ses premières mesures en 1990.
Et vous, Pascal, 25 ans. Si vous tourniez vers ces dernières années, est-ce qu'il y a un équipement en particulier ou un élément conceptuel qui, selon vous, est entré dans le domaine de la construction et de l'éco-construction sur les 20 dernières années, 25 dernières années, si vous ne deviez en garder qu'un qui vous laisse dire que, voilà, grâce à cette nouveauté, on a pu progresser et dans nos réflexions et dans notre pratique, lequel ce serait? L'introduction de la mesure systématique dans les bâtiments. Ça, c'est quelque chose qui, quand même, effectivement, change la donne. Alors, on constate que c'est, bon, comme beaucoup de choses, peu maîtrisé. C'est dans le cadre d'un marché pas très bien organisé, je trouve, mais quand même, c'est un outil qui est quand même fabuleux. Pour moi, il y en a un qui a écrasé tout depuis 25 ans, c'est l'ordinateur personnel. Parce que quand on faisait des campagnes de mesure à partir des années 95, il n'y avait aucun ordinateur. Le premier ordinateur, on l'a vu apparaître en 1999, puis 2000, puis ensuite ça a explosé. Ça, c'est celui qui a le plus marqué. Après, dans les équipements techniques, cette fois, il y a pour moi un appareil qui a quand même tout révolutionné. C'est la chaudière automatique à granulés. Parce que j'ai eu des chaudières à bûches, quelle galère, quoi. Et là, maintenant, qu'une chaudière à granulés automatique, c'est comme du gaz, on s'en occupe pas, on oublie même toutes les 3 semaines ou tous les mois d'aller vider les cendres, tellement il y en a peu. Je dirais aussi que la VMC double flux, d'une certaine manière, a fait d'énormes progrès, parce que avant on avait des systèmes, franchement, les gens pouvaient pas les apprécier, tellement c'était mal foutu. Et enfin, c'est quand même l'évolution des pompes à chaleur aujourd'hui. On vient de terminer une très grosse campagne de mesure à Enertech sur 100 pompes à chaleur pendant un an. Et effectivement, on a un COP annuel de 7,4. Avec 1 kWh d'électricité, il fait 7,4 kWh de chaleur. C'est impressionnant. Je veux dire, là, on tient quand même, dans les grands bâtiments, le système qui va vraiment nous aider à nous éloigner des émissions de gaz à effet de serre. Ça, il faut vraiment le reconnaître. Alors juste dans les packs, on a les packs RR et les packs RO. Ce fameux COP de 7,4, il est obtenu avec quel type de pack? Une PAC OO avec des sondes sèches. Voilà. Ouais, Ouais. c'est clair. Parce que je pense que c'est important aussi de resituer quand on parle de la PAC parce que aujourd'hui, quand beaucoup de packs installés ne sont même pas des packs OO ou RO, on est directement sur du RR. Ce qui Alors, transpose le débat et la discussion sur un autre niveau. Mais ouais, tout à nous fait, tout à n'entrerons fait. pas maintenant dans ce détail-là. En tous les cas, lorsque vous parlez de PAC, on est d'accord, on est plus sur les packs soit OO ou RO. Ouais, tout à fait. Si on est sur les matériaux, pour le coup, Olivier Sidler, vous, Sur les matériaux, si je veux rester cohérent avec moi-même, le matériau que je trouve le plus abouti aujourd'hui, c'est la ouate de cellulose. Parce que d'abord, c'est issu du recyclage, donc c'est déjà très vertueux, hein, c'est des vieux papiers. Deuxièmement, c'est le moins cher de tous les isolants. Il est 2 fois moins cher en comble que tous les isolants fibreux habituels. Troisièmement, les rongeurs le détestent alors qu'ils adorent les fibreux parce que quand ils rentrent dans l'isolant, la ouate de cellulose, ça se referme derrière eux. Donc, ils sont vraiment pas bien, donc ils y vont pas. Et vraiment, c'est l'idéal pour moi. C'est vraiment, il faudrait que tous les matériaux à notre disposition soient comme ça. Et vous, Pascal, Je trouve l'évolution de la paille, c'est quand même bluffant quoi, sur les 25 dernières années. C'est quand même quelque chose qui s'est structuré avec des règles de construction, avec encore de l'innovation. Là, on a sur mon territoire, il y a un développement de la paille soufflée. C'est quand même quelque chose qui était assez isolé, quoi, très, très, même pas artisanal, très peu encadré. Et je trouve que si on fait le retour en arrière, ça a quand même sacrément évolué aujourd'hui avec un réseau national de la construction de paille, avec des choses qui se sont bien stabilisées, de la grande hauteur aussi qui se développe. On fait un paquet de choses quand même qui, il y a 25 ans, on aurait peut-être eu du mal à imaginer quand même. alors qu'il y a 25 ans, on était déjà capable de construire des maisons, en tous les cas, avec des bottes de paille, mais effectivement, il n'y avait pas les règles pro et puis Surtout, la préfabrication aussi aujourd'hui. non, c'est pas ça qui nous bloquait. Ce qui nous a bloqué dans la construction en paille depuis longtemps, faut rappeler quand même que la paille, c'est né aux États-Unis vers 1870, qu'en France, la première maison en paille date de 1821. Non, ce qui nous bloquait, c'était les règles incendie. Et on doit à une personne, Olivier Gaujard, bureau d'études à Avignon, d'avoir financé sur ses propres fonds le test au CSTB, qui a permis de voir que la paille brûlait pas. On peut foutre le feu devant le mur et au bout d'une demi-heure, le mur a toujours pas brûlé. Donc on a eu enfin l'autorisation de construire en paille parce qu'il y avait une tenue au feu. Ouais.
Et moi, j'aurais bien aimé, alors là, on repart des matériaux et des équipements, mais j'aurais bien aimé vous poser une question qui concerne les énergies renouvelables. Euh, L'énergie solaire a fait énormément enfin l'électricité solaire en tout cas, c'est largement développée, que ce soit par des parcs qui soient détenus par des entreprises ou bien par des groupements de producteurs ou bien en autoproduction chez soi sur les toits. Aujourd'hui, on voit aussi des boucles d'autoconsommation se créer, etc. Donc l'électricité solaire se développe. Et la question que je me pose, c'est avec cette capacité euh, à développer aujourd'hui l'électricité solaire, est-ce qu'elle est contradictoire avec la notion de sobriété? Juste, je m'explique, il y a beaucoup de discours qui disent non, mais la clim demain ne sera pas un problème puisque nous aurons de l'électricité produite très localement. Et on a l'impression que l'ensemble des usages électriques trouveraient aujourd'hui leur solution dans le fait qu'il y a cette augmentation réelle d'une production locale d'énergie solaire, donc renouvelable. J'aurais bien aimé avoir votre retour là-dessus. Bref, est-ce que l'électricité solaire doit faire oublier la sobriété? Négawatt, le scénario Négawatt nous aide beaucoup pour ça, parce que justement, la vision, c'est que non, surtout pas. Il ne faut pas abandonner la sobriété. On aura besoin absolument des deux, comme je l'ai dit dès le départ. La sobriété, et on est obligé de la mettre en œuvre pour arriver à boucler les bilans énergétiques dès 2035-2040, mais à plus long terme également. C'est vraiment fondamental d'être, entre guillemets, très économe en énergie, donc sobriété plus efficacité énergétique, et enfin, les énergies renouvelables. Et si on commence à dire, puisque c'est des énergies renouvelables, on l'a vu, on avait beaucoup d'appels d'offres qui arrivaient à une époque, de mairies qui vivaient dans des régions boisées, qui nous disaient, on va mettre la mairie, l'école, la salle des fêtes et le gymnase chauffage au bois, sans rien rénover. Nous, on répondait même pas, on leur disait non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas parce que l'énergie renouvelable que vous devez la gaspiller. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit se mettre dans la tête dès aujourd'hui. C'est très bien faire des énergies renouvelables, mais le préalable, c'est d'avoir conçu des systèmes qui vont les utiliser, qui seront des systèmes très économes. Sinon, on va se planter, c'est clair. Alors, c'est vrai que l'été, il y aura ce problème de la clim, effectivement. On va se retrouver avec de la production photovoltaïque parfois un peu abondante, donc ça peut compenser, mais ce n'est pas ça le sujet de base. Le sujet de base, c'est un bilan électrique global, et ce bilan ne tiendra que si on est sobre et efficace dans tous les usages électriques qu'on aura développés, que ce soit dans le bâtiment, dans les voitures, etc. Les grosses voitures à l'électricité, c'est débile. C'est des petites voitures, voilà, c'est tout. Sobriété, efficacité avant toute chose. Mhm. Et vous, Pascal? Olivier a fait la réponse pour le global. Moi, pour aller vite, je fais sur le local, c'est-à-dire côté usage. Bon, l'électricité, ça se mange pas. L'électricité, c'est pas de la chaleur, c'est pas du froid. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur les machines, sur le low-tech, l'électricité, c'est pas un service énergétique, c'est un vecteur. Ça doit se transformer dans des machines, souvent des machines un peu compliquées. Rien ne dit qu'elles vont tenir, rien ne dit qu'elles vont pas tomber en rade. C'est bien. Quand bien même on développerait de la clim, la question va se poser. On peut recommander à tout le monde de lire le rapport Paris à 50 degrés, quand même, qui est un des premiers rapports qui a identifié les risques de défaillance en domino, en fait, de choses qui se cassent la figure parce que d'autres se cassent la figure. C'est pas parce qu'on a de l'électricité qu'on a forcément le service. Donc ça pose une première sérieuse limitation, je trouve. Et l'autre chose qui, moi, me fait bondir, mais chaque jour, heureusement que je bondis chaque jour, c'est que je pars du principe qu'à peu près 50% de l'électricité consommée, aujourd'hui en France, c'est du pur gaspillage. Et on pourrait faire exactement pareil avec au moins 2 fois moins. Alors, on se connaît depuis longtemps avec Négawatt, avec le scénario, mais dans tous les cas où on tombe, mais c'est juste hallucinant, ce qu'on peut faire sauter tout de suite sans quasi rien faire. Et ce ne sont que les premiers gisements. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a de l'énergie qu'il faut être débile, enfin, comme l'a dit Olivier, sur les grosses voitures, mais comme tout, on est assez peu intelligent, on est franchement pas bon dans l'usage de l'énergie. Et ce qui est incroyable, c'est à quel point les gisements qui ne changent rien sont importants. Comme lesquels, vous auriez un exemple à nous donner?
Ah bah alors, le tout premier, je vais citer un exemple d'Olivier quand même, parce que je lui dois ça aussi. Je crois que c'était une campagne, bah quand même, je lui dois beaucoup, donc il faut que j'en parle, mais on le revalide, mais tous les jours, c'est pareil. Je crois que c'était une campagne de mesure que vous aviez fait sur l'hôtel de région du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin à l'époque. Du Bas-Rhin, ouais. Hein. Voilà, et ben, les VMC tournaient tout le temps, enfin les ventiles tournaient tout le temps, et puis je sais pas quoi, peut-être même il y avait du chauffage et de la clim en même temps. Il y avait, c'est tout ce qui nous avait frappé, ça doit être ça que tu retiens, c'est que 52% de la consommation totale d'électricité avait lieu quand le bâtiment n'était pas occupé. Voilà. Donc Et plus c'est de la tout le temps moitié ça. Et ça, on l'a retrouvé dans presque tous les On bâtiments le tertiaires, retrouve. si tu veux. Ouais. Donc rien n'est arrêté. Donc comme il y a plus d'heures d'inoccupation que d'occupation, bah, au final, oui, c'est du gaspillage. Oui, oui, on est complètement d'accord sur Mm. ça. Donc ça, on Mais, le retrouve. Et il y a les mêmes dans l'habitat. Je veux mais dire, j'imagine que les lecteurs de la revue sont pas dans cet esprit-là tout à fait, mais ils peuvent être tentés par cette idée que puisque je produis mon électricité, voilà, j'ai plus de marge de manœuvre sur son utilisation. Et c'est ça l'idée qu'il faut leur faire passer. Non, non, soyez très vigilants sur tout ce qui est sobriété et efficacité avant toute chose. Et du fait, vous aurez besoin de moins de panneaux photovoltaïques et aussi. quand même, ça reste des choses coûteuses. Là, je vais prendre deux exemples. On va sortir une étude là, chez Leroy Merlin Source qu'on a faite avec Gaëtan Brispierre, où on a suivi 15 ménages à travers un hiver. On en a qu'on diminué de 90% leur conso de chauffage sur un hiver. Pas Ils ont tous. fermé les fenêtres. Non, mais c'était pourtant, c'est pas. Enfin, voilà, c'est des résultats qui sont étonnants, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui acceptent, voire qui ça fait plaisir de descendre, y compris le niveau de service. C'est-à-dire non seulement qu'ils vont chasser les gaspillages, mais pour qui c'est chouette aussi de diminuer le niveau de service, c'est-à-dire les températures de consigne en occupation, en inoccupation. L'autre exemple que je peux prendre, qu'on voit très souvent, c'est sur l'eau chaude. Là, je prends l'exemple de chez nous, on a une espèce de complémentaire de la poutinière chez nous. C'est un pavillon par pain polystyrène des années 80 non rénové, enfin tout ce qu'il y a de plus pas rénové, qui est à peu près au niveau de consommation d'une maison passive. On avait jusqu'à présent un ballon de 50 litres d'eau chaude, on va passer sur du 30 litres dans une maison qui fonctionne à 4 et qui est coupée 95% du temps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a quasi un préparateur instantané et le résultat est le même. C'est aussi quelque chose que j'avais appris chez Olivier. Olivier, je dévoile le secret de ta chambre d'amis, dans lesquelles, je crois, il y a encore un ballon d'eau chaude. On va tout savoir de ta vie. Mais c'est là que j'ai appris qu'on pouvait démarrer une fois un ballon d'eau chaude, puis l'arrêter, parce qu'on a besoin de fabriquer de l'eau chaude et on peut économiser les consommations de maintien. Ce sont des choses qui ne changent rien à l'usage. Mhm. Tout à fait. Très bien. Et comme nous allons bientôt toucher à la fin de cet entretien, alors je sais, Pascal Normand, vous disiez qu'aujourd'hui vous travaillez quand même pas mal dans le tertiaire, mais pour autant on va quand même parler logement. Si on regarde vers le futur, pour vous l'habitat écologique de demain, est-ce que vous le voyez plus? Alors je sais que c'est, on va dire, c'est un peu la caricature du journaliste qui vous pose la question de choisir entre plusieurs solutions. Mais je pense que la solution unique que vous retiendrez sera porteuse d'énormément d'enseignements. Est-ce que malgré tout, vous pensez que l'habitat écologique de demain, il est plutôt neuf, individuel ou bien collectif, comme on pourrait être en habitat groupé ou participatif, ou bien est-ce que c'est l'habitat rénové? Voilà, quel est celui qui, selon vous, est le plus porteur d'habitat écologique demain, ou en tous les cas d'apport de sobriété et puis d'écologie voilà, pour l'habitat. Je vais faire un peu radical et je m'en excuse d'avance avec la maison écologique, mais déjà, c'est pas Pas une de maison souci. neuve. Mhm. À la base, ça devrait être l'exception. On a des tas de bourgs, de centres-bourgs qui meurent un peu partout dans nos campagnes. Il y a un patrimoine à rénover qui est juste incroyable, qui est pas du tout, enfin, qui est très peu soutenu. Donc, la base, ça devrait être ça. Donc, je dirais spontanément, de l'habitat de bourg en rénovation. Ensuite, je vais faire un complément de réponse parce qu'on m'avait déjà posé cette question. Je vois deux philosophies en fait. Il y a une philosophie qui est plutôt le type bunker, si je le pousse à fond, c'est-à-dire un habitat extrêmement stable, plutôt tech, très coupé des oscillations extérieures, très stabilisé, qui est plutôt la voie maison passive qu'on peut réaliser de manière plutôt clean. Et une autre voie qui est la voie très low-tech, pour le coup,
qui est un habitat plus perméable avec l'environnement extérieur, avec juste des petits appoints énergétiques. Et ça, à mon sens, c'est vraiment deux profils qui se dégagent, les deux, je pense, vont structurer l'offre à l'avenir. Alors, je suis assez d'accord sur le premier point qui est que notre priorité à tous, c'est la rénovation, pour plein de raisons, hein, matériaux, énergie, mais aussi patrimoine, coût également, coût en ressources, enfin bref, la rénovation, c'est l'élément numéro un. On devrait rénover tout ce qu'on peut rénover, redonner à tout ce qui peut reprendre vie. De temps en temps, et je l'ai vu professionnellement, il y a des bâtiments, on ne peut rien faire tellement ils sont plus adaptés ou en ruine, etc. Et donc là, de temps en temps, il faudra démolir. Après, il faut être réaliste, il y aura toujours besoin de petites constructions neuves. Notamment, moi j'espère qu'on va arriver à déconcentrer les villes, que ce soit l'expérience de Pascal ou la mienne, où on a quitté des villes pour aller dans des campagnes qui sont magnifiques et où on vit très bien et où on attire des ingénieurs de tous les côtés. Ça prouve qu'on peut vivre dans ces régions qui sont un peu déshéritées aujourd'hui, où en France on crève d'être pas assez nombreux à la campagne et d'être trop nombreux dans les villes. Donc je pense qu'il y a un rééquilibrage. Et là, il y aura encore besoin de maisons individuelles ou semi-individuelles. Je vais m'expliquer. Individuel, pour moi, c'est la Poutinière. On a montré que pour un prix qui est le prix de la construction HLM en Ardèche, des villas, on a fait la Poutinière. Donc c'est pas cher et les gens sont hyper bien dedans. Bon, ça, pour moi, c'est réglé. Ensuite, beaucoup de gens souhaitent la maison individuelle, c'est clair, ça a plein d'avantages. Mais on ne peut pas faire des lotissements comme on en a fait à l'infini. Par contre, ce que j'ai vu dans les régions de culture germanique, je parle de la Suisse allemande, je parle de la Bavière ou de régions comme ça, c'est des grosses maisons, c'est des grosses villas dans lesquelles il y a 4, voire 6 habitations. Donc c'est un petit immeuble, sauf que ça a la forme d'une maison et pas d'un cube ou d'un parallélépipède, ce qui change quand même beaucoup les choses. Et du coup, ils ont énormément de place autour où ils ont des jardins, des choses comme ça. Bref, ils ont réussi à vivre quand même dans du collectif en ayant les avantages de, entre guillemets, la maison individuelle, etc., la place qui va avec. Je suis plutôt dans ça que dans les tours. Bon, les tours, je sais où on est obligé de les construire, mais franchement, ce n'est pas mon modèle de vie et je ne pense pas que ce soit pour grand monde, ce modèle de vie-là. Même tout ce qu'on a fait sur Grenoble avec des R+14, etc., bon, je ne pense pas que ce soit l'avenir. D'autant que les ascenseurs sont énergivores, si je ne me trompe pas. Les non ascenseurs Ou c'est un raccourci peut-être que je répète. Non, ils ont fait beaucoup de progrès, il faut être honnête, mais ça reste 40 kWh d'électricité par logement et par an, quand c'est bien fait. Voilà. Donc, quand c'est de taille moyenne, parce que plus c'est haut, plus ça consomme, c'est clair. Donc voilà, il y a ces différentes solutions, effectivement, qu'il faut arriver à tisser et à développer dans le futur. Entendu. C'est un beau programme, hein, du coup, avec des équipements bien pensés à l'intérieur, que l'on maîtrise. Comme ça, on ira vers davantage d'écologie. Donc, Pascal Lenormand et Olivier Sidler, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci. Pour les 25 ans de la Maison écologique et puis pour partager avec nous vos enseignements sur notamment la sobriété et voilà, la manière dont on peut avancer. On se revoit pour les 50 ans. Ouais. Voilà. Une très bonne idée. Merci à la Maison écologique d'être encore là. Elle et moi. Merci Olivier. Allez, à très bientôt à tout le monde. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.